Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'IRIS et la Fondation Gabriel Péri de m'avoir fait l'honneur de me proposer d'introduire ce colloque à la suite du président de l'IRIS, mon collègue député Pouria Mirchaï. Les questions abordées aujourd'hui touchent à des sujets essentiels pour mettre fin à cette injustice qu'est l'occupation militaire que subit un peuple, le peuple palestinien, depuis 66 ans. Et puisque nous allons nous interroger aujourd'hui sur les perspectives d'un État palestinien, je reste convaincu qu'il y a un chemin pour la paix dans la reconnaissance et l'existence de deux États côte à côte, israéliens et palestiniens, dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale pour la Palestine. Certes, le chemin pour y parvenir est très difficile. Depuis plusieurs décennies, des dizaines de résolutions ont été adoptées par la communauté internationale, toutes ignorées par le gouvernement d'Israël, par les gouvernements d'Israël. Cette politique du déni a conduit à l'impasse qu'on connaît, dont l'échec des accords d'Oslo est le plus criant. Les refus répétés des dirigeants israéliens conduisent ce pays à un isolement croissant au plan diplomatique, et hormis le soutien constant des États-Unis, de plus en plus d'opinions publiques et de gouvernements, y compris en Europe, n'acceptent plus la poursuite de la colonisation et demandent l'application des résolutions internationales pour y mettre fin. La solution de deux États est-elle pour autant encore possible? Nous débattrons donc de ce sujet en fin de matinée, mais personnellement, je pense que des voies nouvelles peuvent émerger pour parvenir à la paix. La création d'une zone exempte d'armes de destruction massive doit faire partie de l'agenda des membres du Conseil de sécurité, mandatés par l'Assemblée générale de l'ONU et des pays de la région concernés. La destruction de l'armement chimique syrien suite à l'accord russo-américain et de l'ONU et l'accord intérimaire sur le présumé nucléaire iranien ouvre une fenêtre pour avancer vers un processus de réduction des tensions. Cela fait des années que le Moyen-Orient, compte tenu des enjeux géopolitiques, est devenu une zone de haute conflictualité, avec au cœur la situation faite au peuple palestinien. Le moment n'est-il pas venu d'engager un processus inverse de désescalade des tensions? Le difficile mais réel dialogue qui vient de s'engager entre le pouvoir et l'opposition syrienne montre encore qu'il n'y a pas d'option militaire possible comme solution à des questions telles que la paix et les droits des peuples à la liberté et à la démocratie. La menace nucléaire iranienne directe contre Israël, invoquée par le Premier ministre israélien, a permis à cette question d'être soulevée, car Israël détient lui-même un puissant armement nucléaire sans avoir ratifié le traité de non-prolifération ni la Convention sur les armes chimiques. Ces questions ne sont plus tabous en Israël. Il se tenait il y a quelques semaines une conférence internationale à Haïfa organisée par une fondation israélienne où participaient des experts internationaux venus de 30 pays. Ma collègue sénatrice Michèle de Messine et Mathilde Caroli, élue locale, y participaient. Le but de cette conférence a permis de mettre en évidence l'objectif d'une zone exempte d'armes nucléaires et de destruction massive au Moyen-Orient. La dénucléarisation de cette zone doit donc devenir un objectif commun. Il faut cependant regretter qu'en France, trop peu de forces politiques abordent cette question et qu'elle reste de fait ignorée du débat public. C'est extrêmement préjudiciable pour tous, car cette question nucléaire, comme celle des armes de destruction massive en général, ne peut pas être une affaire intérieure d'un seul État. Il y a tant de conséquences possibles que seule une intervention internationale peuvent permettre de faire évoluer positivement le désarmement. On pourrait espérer que la France prenne une telle initiative après l'annulation de la rencontre internationale prévue sur ce sujet en Finlande il y a 2 ans. Ce qui se fait aujourd'hui par la voie diplomatique entre le groupe des 5+1 et l'Iran avec la IEA permet d'avancer, sans nier pour autant de nombreux obstacles, sur le chemin de la non-prolifération. Cela pourrait contraindre les dirigeants israéliens à évoluer. La voie du dialogue pour la paix, dans la reconnaissance des droits du peuple palestinien, est la seule voie possible pour permettre à Israël de s'inscrire dans cette région, non pas dans un rapport de force militaire dominant, mais par des accords solides et stables avec tous ses voisins. La France, là encore, pourrait aider à construire des liens de confiance. Mais à ce sujet,
Le récent voyage du président de la République en Israël et en Palestine n'a pas levé les ambiguïtés de la position de la France, loin s'en faut. D'un côté, le président affirme que la France reconnaît les droits du peuple palestinien à un État et condamne la colonisation, mais de l'autre, il affiche un soutien délibéré au gouvernement de droite israélien qui vaut à la France d'être qualifié de meilleur ami d'Israël par le Premier ministre Netanyahou. Soyons clairs, l'affirmation du droit d'Israël à exister et à sa sécurité ne peut être un prétexte au non-respect du droit international. La France doit adopter une position sans ambiguïté, condamner fermement à chaque fois que nécessaire la colonisation israélienne. J'ai salué il y a un an la décision de la France de se prononcer en faveur de la reconnaissance de la Palestine au titre de membre observateur à l'ONU. Elle peut sans attendre reconnaître l'État palestinien, appuyer sans réserve la directive européenne sur l'économie israélienne dans les territoires occupés, y compris Jérusalem-Est, et adopter l'étiquetage sur les produits venant des colonies comme l'Angleterre, les Pays-Bas et même l'Allemagne l'ont déjà fait. Ces actions pourraient se coordonner au plan européen pour faire entendre au gouvernement israélien que son intransigeance est sans avenir et pèse aujourd'hui sur les propres intérêts d'Israël. Par ailleurs, l'accord d'association Union européenne-Israël doit être suspendu tant qu'Israël continue de ne pas respecter les clauses qui y sont incluses et qui concernent notamment la défense des droits de l'homme. Au lendemain des révolutions arabes, l'Union européenne a fait son mea culpa pour avoir trop longtemps fermé les yeux dans le cadre de ses relations bilatérales sur les violations des droits commis par ses partenaires. Elle dit vouloir aujourd'hui réviser sa politique de voisinage pour lier le développement des relations bilatérales au respect des valeurs communes et des droits de l'homme. L'exigence du respect de ces droits s'arrêterait-elle aux frontières de la Palestine occupée ? Pourquoi dissocier le développement des relations bilatérales de la cessation des violences israéliennes du droit international ? L'Union européenne doit utiliser les instruments qui sont en sa possession et qu'elle a elle-même forgés. Il en va de sa crédibilité, tant jusqu'alors sa politique a été favorable à Israël, en faisant un quasi-membre de l'Union européenne et en lui accordant des privilèges exorbitants. L'année 2014 doit être l'année où la France et l'Union européenne jouent pleinement leur rôle pour faire appliquer le droit international et faire aboutir l'exigence légitime d'un État palestinien souverain. Les résultats espérés des négociations en cours sous l'égide des États-Unis sont suspendus à la poursuite de la colonisation, l'occupation et l'isolement des villes palestiniennes. Israël et sa revendication être reconnu comme État juif ajoutent encore un obstacle à la paix, comme la présence à long terme de forces de sécurité israéliennes dans le futur État palestinien ou le refus du retour des réfugiés. La France doit donc intervenir auprès du gouvernement israélien pour qu'il rompe avec cette politique d'isolement du seul contre tous et qu'Israël prenne toute sa place dans l'espace régional dont il fait partie. Je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, 5000 prisonniers politiques palestiniens attendent leur libération des prisons israéliennes. Je me suis rendu à plusieurs reprises dans ces prisons, notamment pour y apporter mon soutien à Salah Hamouri. Ces prisonniers sont des femmes, des hommes, parfois même des enfants, plus de 500, qui luttent pour leurs droits. Beaucoup sont des élus palestiniens, des responsables politiques. Marwan Barghouti est l'un de ceux-là, député, condamné à perpétuité. Il a lancé un appel de sa prison pour la libération des prisonniers. Cet appel porte deux messages principaux. Les valeurs universelles ne peuvent s'arrêter aux frontières de la Palestine occupée et la liberté est la pierre angulaire de la paix. C'est à partir de ces deux idées qu'une campagne internationale se développe pour exiger la libération des prisonniers politiques palestiniens. Un comité international est mis en place à cette fin, présidé par Ahmed Kathrada, compagnon de prison de Nelson Mandela. Ce ne sont pas là que des symboles, fussent-ils incontournables, c'est aussi une exigence de justice qui doit grandir dans notre pays. Cette exigence est d'ailleurs partagée par beaucoup de nos concitoyens qui sont engagés comme élus, militants associatifs, syndicaux, politiques dans ce juste combat. Un des plus reconnus parmi eux, mon ami et camarade Fernand Thuil, vient de nous quitter. Les hommages successifs qui lui sont rendus prouvent, s'il était encore nécessaire, combien la solidarité avec le peuple palestinien reste profonde chez beaucoup de nos compatriotes. Pour ce qui me concerne, l'action parlementaire peut et doit contribuer à la nécessaire mobilisation citoyenne pour une paix durable au Proche-Orient. C'est le sens de mon engagement constant, comme celui de l'ensemble des sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen au Sénat, comme des députés du groupe de la gauche démocratique et républicaine ici à l'Assemblée nationale. Après l'opération Plomb durci, avec ma collègue
Annie David et Patrick Le Yarrick, députés européens, nous avons participé au déplacement en Israël et en Cisjordanie en février 2009 d'une délégation de 108 élus, militants syndicaux et représentants d'associations à l'initiative de l'Association nationale des élus communistes et républicains et de la JPF, l'association que co-présidait Fernand Thuil. Ces déplacements sont essentiels pour la prise de conscience de la situation vécue en Palestine et pour développer des coopérations décentralisées. Il faut les poursuivre, il faut les intensifier. Dès notre retour, nous déposions une proposition de résolution européenne au Sénat afin de demander une condamnation sans équivoque par les institutions européennes de la politique de colonisation et de violation du droit international menée par le gouvernement israélien. Nous demandions par ailleurs le report de tout principe de rehaussement des relations avec Israël tant que cet État poursuivra sa politique de colonisation et des violations de droits de l'homme. Nous avons déposé une autre résolution en 2011 afin d'inciter le gouvernement français à la reconnaissance d'un État palestinien attendu depuis la proclamation de sa création le 15 novembre 1988 par le Conseil national palestinien à Alger, reconnu alors par 94 pays, suivi de 33 autres dans les années suivantes. Depuis quelques années, le calendrier s'accélère. Le 31 octobre 2011, une première étape a été franchie à la conférence générale de l'UNESCO qui a voté l'admission de la Palestine comme État membre de l'organisation par un vote large et sans équivoque. Le 29 novembre 2012, la Palestine était admise à l'ONU comme État observateur. Puis, c'est peut-être passé plus inaperçu, en juillet 2013, réunie à Istanbul, l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, où les États-Unis sont particulièrement influents, s'est prononcée pour l'accueil de l'autorité palestinienne dans le cadre de l'élargissement du partenariat avec les États méditerranéens de cette organisation. Il aura fallu 3 tentatives pour y arriver. Ceci peut permettre désormais d'accorder un statut approprié au Conseil législatif de Palestine afin que ses représentants puissent participer aux travaux de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, ouvrant un nouvel espace de dialogue après celui de l'Union interparlementaire et du Conseil de l'Europe. L'Assemblée générale de l'ONU a d'ailleurs bien compris les enjeux en proclamant l'année 2014 Année internationale de solidarité avec le peuple palestinien. La résolution exige, je cite, « l'arrêt complet de toutes les activités israéliennes d'implantation dans les territoires occupés, y compris Jérusalem-Est, et demande qu'il soit mis fin à tous les actes de provocation, notamment de la part des colons israéliens, à Jérusalem-Est en particulier, sur les sites religieux et à proximité. » D'autres résolutions au cours de l'Assemblée générale ont été adoptées, dont celle appelant Israël à cesser les constructions en Cisjordanie et à son retrait du plateau du Golan. Oui, le droit international doit être une protection pour les peuples, pour leur garantir reconnaissance, justice et paix. Ma collègue du groupe CRC, Michel de Messine, se rendra le mois prochain en Palestine avec le groupe d'amitié France-Palestine du Sénat. Nos travaux d'aujourd'hui seront portés à sa connaissance comme contribution à sa participation à la délégation du Sénat et seront le témoignage de notre soutien et engagement pour la paix et la justice pour le peuple palestinien. Je vous remercie de votre attention.